Toute la France avait fini par croire que Faustine Bollaert et Maxime Chatham avanceraient ensemble jusqu'au dernier chapitre. Ils s'étaient aimés vite, mariés vite, puis protégés longtemps du bruit du monde. Mais parfois, même les histoires les plus solides se fissurent en silence. Divorce, rumeurs de retour, puis un nouvel homme dans l'ombre. À 47 ans, Faustine s'apprête à vivre un bonheur que personne n'avait vu venir. Avant d'être ce visage que des millions de téléspectateurs associent à l'écoute, à la pudeur et aux confidences, Faustine Bollaert a longtemps été une femme en construction. Une femme qui avançait dans un métier où l'on vous demande souvent d'être parfaite, rapide, brillante, jamais trop fragile, jamais trop émotive. Et pourtant, c'est précisément cette sensibilité-là qui allait devenir sa signature. Chez elle, il n'y avait pas seulement une animatrice capable de poser les bonnes questions. Il y avait une présence, une façon d'habiter le silence, de laisser une larme monter sans la brusquer, de regarder un invité comme si, pendant quelques minutes, plus rien d'autre n'existait autour de lui. Dans un monde médiatique souvent pressé, parfois brutal, Faustine a choisi un autre rythme. Un rythme plus humain, plus lent, plus profond. On l'a parfois jugée trop douce, trop touchée, trop proche des histoires qu'elle racontait. Mais comment reprocher à quelqu'un d'écouter avec le cœur lorsque tant d'autres n'écoutent qu'avec une oreillette? C'est peut-être là que son lien avec le public s'est noué, discrètement, mais durablement. Faustine Bollaert n'a jamais eu besoin de provoquer pour exister. Elle n'a pas construit sa notoriété sur le scandale, ni sur les coups d'éclat. Elle est entrée dans les foyers français comme une voix familière, une présence de fin d'après-midi, quelqu'un que l'on regarde parce qu'on sent qu'elle ne triche pas. Avec Ça commence aujourd'hui, elle a trouvé plus qu'une émission. Elle a trouvé un territoire intime, presque une maison ouverte, où chacun pouvait venir déposer une blessure, une honte, une renaissance, un secret de famille, une victoire minuscule ou immense. Et dans cette maison-là, Faustine n'était pas au-dessus des autres. Elle était à côté, toujours à côté. Elle accompagnait les récits sans les voler, relançait sans forcer, consolait sans prendre toute la place. Cette manière d'être, rare à la télévision, lui a valu une affection particulière, car le public ne l'admirait pas seulement pour son professionnalisme. Il avait le sentiment de la connaître, ou plutôt de reconnaître en elle quelque chose de profondément vrai. Pourtant, derrière cette image douce, stable, lumineuse, il y avait aussi une femme qui protégeait farouchement son jardin secret. Sa vie privée, elle ne l'a jamais transformée en spectacle. Son couple, sa famille, ses enfants, ses moments de doute, tout cela restait loin des plateaux, loin des réseaux, loin des commentaires faciles. Et c'est justement cette discrétion qui rendait son histoire avec Maxime Chatham si fascinante aux yeux du public. Comment une femme si solaire pouvait-elle partager sa vie avec un écrivain connu pour explorer les ténèbres, les peurs, les zones obscures de l'âme humaine? La question amusait, intriguait, nourrissait les conversations. Mais peut-être que leur couple tenait justement à cet équilibre improbable. Elle, la lumière calme d'un plateau de télévision, lui, l'homme des labyrinthes sombres et des thrillers vertigineux. Elle semblait apaiser ce que l'imagination de Maxime pouvait avoir de tourmenté. Lui semblait offrir à Faustine une profondeur, une intensité, un monde intérieur où l'amour se vivait comme un roman. Aux yeux de beaucoup, ils formaient une alliance inattendue mais évidente. Une de ces unions que l'on ne comprend pas tout à fait, mais que l'on trouve belle parce qu'elle paraît complémentaire. Pendant des années, cette image a tenu. Une image élégante, discrète, presque rassurante. Faustine souriait à l'antenne, Maxime écrivait ses histoires, et la France imaginait que, derrière la porte fermée de leur maison, tout était à sa place. Mais que sait-on vraiment d'un couple que l'on admire de loin? Que sait-on des silences après les dîners, des phrases que l'on ne prononce plus, des chemins intérieurs qui commencent à s'éloigner sans bruit? Faustine Bollaert, elle, continuait d'écouter les autres raconter leurs fractures. Et peut-être qu'au fil du temps, dans le miroir discret de ces témoignages, elle a commencé à entendre la sienne. Tout commence en 2010, dans un studio de radio sur Europe 1.
Rien, en apparence, ne ressemble encore à une grande histoire d'amour. Il y a une journaliste, Faustine Bollaert, venue interroger un écrivain déjà célèbre, Maxime Chatham, maître français du suspense, des intrigues sombres et des frissons parfaitement construits. Il y a des micros, des fiches, des questions préparées, ce décor ordinaire des rencontres professionnelles où chacun joue son rôle. Mais parfois, la vie se glisse entre deux phrases. Parfois, une voix, un regard, une manière de répondre vient fissurer le cadre prévu. Ce jour-là, la conversation ne reste pas simplement une interview. Elle devient un échange, puis une évidence. Entre Faustine et Maxime, quelque chose s'allume vite. Trop vite peut-être pour les prudents, mais assez fort pour que tous les raisonnements deviennent secondaires. On parle souvent de coup de foudre comme d'une formule légère, presque banale. Dans leur cas, ils ressemblent plutôt à une certitude tombée du ciel. À peine se sont-ils rencontrés, qui semblent attirer l'un vers l'autre avec une force difficile à expliquer. Elle découvre un homme habité par l'imaginaire, par les histoires, par les ombres qu'il transforme en littérature. Lui découvre une femme solaire, attentive, vive, capable de comprendre les silences autant que les mots. Très vite, ils ne veulent plus se quitter. Très vite, l'histoire prend une vitesse folle. Maxime Chatham aurait demandé Faustine en mariage après seulement quelques mois de relation, environ 3 mois à peine. Pour beaucoup, c'était vertigineux. 3 mois, est-ce suffisant pour promettre une vie entière? 3 mois, est-ce assez pour deviner les matins ordinaires, les désaccords futurs, les tempêtes que l'on ne voit pas encore? Mais les amoureux, eux, ne comptent pas le temps de la même manière. Ils ne mesurent pas l'amour en calendrier, ils le mesurent en intensité. Et à ce moment-là, pour Faustine comme pour Maxime, tout semblait dire « c'est lui, c'est elle, c'est maintenant ». Le 31 août 2012, ils se marient officiellement et leur union devient immédiatement l'un de ces événements dont on parle parce qu'il ne ressemble à aucun autre. Là où l'on attendait peut-être une cérémonie romantique, claire, classique, ils choisissent une atmosphère gothique, presque cinématographique. Un mariage à leur image, ou plutôt à l'image de ce contraste qui fascinait déjà tant, la tendresse de Faustine et l'univers mystérieux de Maxime. Ceux qui y assistent évoquent une ambiance hors du temps, comme si l'on avait poussé la porte d'un roman noir, des lumières tamisées, des bougies sombres, des touches de noir, des détails théâtraux, une élégance étrange et envoûtante. Pas un décor de conte de fées traditionnel, non. Plutôt un conte de fées pour adultes, avec ses ombres, ses promesses, ses secrets, ses frissons. Et peut-être est-ce cela qui a marqué les esprits. Ce mariage ne cherchait pas à plaire à tout le monde. Il racontait quelque chose d'eux. Il disait que l'amour peut aussi se célébrer dans le clair-obscur, que la beauté n'est pas toujours blanche, lisse et attendue. Pendant longtemps, cette union a semblé défier les règles habituelles du monde médiatique. Pas de surexposition, pas de grandes déclarations tapageuses, pas de mise en scène quotidienne du bonheur. Faustine et Maxime vivaient leur histoire à l'abri, avec une retenue presque élégante. Nous, de temps en temps, une phrase suffisait à nourrir l'imaginaire collectif. Faustine confiait son admiration pour l'intelligence, la créativité, la profondeur intérieure de son mari. Maxime, lui, voyait en elle un point d'équilibre, une forme d'ancrage dans une vie traversée par les exigences de l'écriture et les univers sombres qu'il fréquentait chaque jour. Le public aimait cette idée. Il aimait croire qu'il s'était trouvé pour se compléter. Elle pour amener la lumière, lui pour donner au quotidien un parfum de mystère. Leur amour semblait avoir la solidité des histoires que l'on ne raconte pas trop. Et pourtant, déjà, comme dans les meilleurs romans, certains chapitres à venir étaient invisibles. Le lecteur croit connaître la fin, mais l'auteur, lui, sait qu'un retournement attend dans l'ombre. Pendant longtemps, Faustine Bollaert et Maxime Chatham ont donné au public l'image rare d'un couple que la célébrité n'avait pas réussi à abîmer. Dans un monde où l'amour se raconte souvent trop vite, trop fort, trop publiquement, eux semblaient avoir choisi une autre voie, celle de la discrétion. Pas d'étalage permanent, pas de confidence calculée, pas de mise en scène quotidienne du bonheur conjugal.
Leur force paraissait justement venir de là. Ils existaient ensemble sans avoir besoin de prouver qu'ils s'aimaient. Et cette pudeur, en France, avait fini par devenir une forme de signature. Faustine continuait son chemin à la télévision avec cette douceur qui n'appartenait qu'à elle. Émission après émission, visage après visage, elle s'imposait comme une passeuse d'émotions. Elle ne faisait pas seulement parler les gens, elle leur offrait un espace pour déposer ce qu'ils portaient parfois depuis des années. Dans Ça commence aujourd'hui, elle écoutait des blessures familiales, des ruptures, des renaissances, des deuils, des secrets longtemps enfouis. Et il y avait dans sa manière de conduire ses récits quelque chose de profondément humain. Elle savait relancer sans brusquer, sourire sans minimiser, se taire sans disparaître. Ce n'était pas un silence vide, c'était un silence qui accueille. Un silence qui dit « Je suis là, vous pouvez continuer ». Peut-être est-ce pour cela que les téléspectateurs se sont autant attachés à elle. Parce qu'à travers l'écran, Faustine donnait l'impression de ne jamais regarder les autres de haut. Elle les regardait à hauteur d'âme. Pendant ce temps, Maxime Chatham poursuivait sa route d'écrivain, explorant les peurs, les ténèbres, les mécaniques du suspense, les labyrinthes de l'esprit humain. Leur duo intriguait toujours autant. Elle, la voix chaude de l'intime, lui, le romancier des ombres. Deux univers opposés, et pourtant, aux yeux du public, une harmonie presque évidente. Faustine disait admirer chez Maxime son imagination, son intelligence, sa profondeur intérieure. Maxime, de son côté, voyait en elle un point d'équilibre, une présence capable de ramener du calme dans une vie habitée par la création, la pression, les histoires sombres. Cette image plaisait, elle rassurait, elle donnait envie de croire qu'il existe des couples capables de traverser les années sans se perdre, des amours qui ne font pas de bruit parce qu'ils n'en ont pas besoin. Et puis Faustine n'était pas seulement une animatrice populaire. Elle devenait, au fil du temps, une figure familière du paysage audiovisuel français. Une femme que l'on retrouvait comme on retrouve une voix amie. Son succès ne reposait pas sur l'agitation, mais sur la confiance. Le public savait qu'avec elle, les histoires seraient traitées avec respect. Et c'est peut-être là sa plus grande réussite, avoir fait de l'émotion non pas une faiblesse, mais une force professionnelle. Là où certains voyaient autrefois une animatrice trop sensible, les années ont révélé une femme dont la sensibilité était justement le talent le plus précieux. Dans cette période lumineuse, tout semblait à sa place. Une carrière solide, un couple respecté, une famille protégée, une image publique presque parfaite, mais jamais glacée. Pourtant, derrière les portes closes, les vies ne se racontent pas avec les mêmes mots qu'à la télévision. Une maison peut sembler paisible vue de l'extérieur, tandis qu'à l'intérieur, chacun commence doucement à regarder vers une fenêtre différente. Et c'est souvent ainsi que naissent les premières fissures. Non pas dans le fracas, mais dans une lente distance. Un silence de plus, un projet de moins, une fatigue que l'on explique mal. Un avenir que l'on ne dessine plus exactement de la même façon. Le public, lui, ne voyait rien. Comment aurait-il pu voir? Faustine souriait encore, Maxime écrivait encore, leur couple semblait encore solide. Mais les histoires les plus bouleversantes ne s'effondrent pas toujours d'un seul coup. Parfois, elles tiennent debout très longtemps, simplement parce que personne n'ose encore dire qu'elles tremblent. Il y a des séparations qui explosent aux yeux du monde, et d'autres qui commencent bien avant l'annonce officielle, dans un espace invisible où seuls les deux êtres concernés comprennent que quelque chose a changé. Pour Faustine Bollaert et Maxime Chatham, le public n'a presque rien vu venir. C'est peut-être ce qui a rendu la nouvelle si brutale. Pendant 13 ans de mariage, ils avaient incarné une forme de stabilité rare, presque précieuse. Mais alors lorsque, en juillet 2025, les médias français confirment que Faustine a pris l'initiative de mettre fin à cette union, beaucoup restent sidérés. 13 ans. Ce n'est pas seulement une durée sur un papier. 13 ans. Ce sont des saisons partagées, des habitudes construites, des matins ordinaires, des fêtes, des enfants, des projets, des disputes peut-être, des réconciliations sûrement. 13 ans. C'est une vie à deux qui a eu le temps de devenir un paysage familier. Et pourtant, même les paysages les plus familiers peuvent finir par ne plus ressembler à ce dont on a besoin. Les raisons évoquées
parle de différences dans les orientations de vie, dans la manière d'imaginer l'avenir, dans les désirs personnels. Des mots sobres, presque pudiques. Mais derrière ces formules, combien de conversations difficiles, combien de nuits à réfléchir sans dormir, combien de phrases retenues pour ne pas blesser. Combien de fois Faustine a-t-elle dû se demander si partir était une trahison ou une nécessité? Car mettre fin à une histoire que tout le monde admire demande un courage particulier. On ne quitte pas seulement un homme, on quitte aussi une image. On quitte ce que les autres projetaient sur vous. On quitte le récit rassurant que le public avait construit autour de votre couple. Et pour une femme comme Faustine, habituée à écouter les blessures des autres avec délicatesse, reconnaître la sienne a dû être une épreuve intime. Elle qui savait si bien accueillir les confidences, a peut-être dû, un jour, écouter sa propre vérité. Une vérité moins spectaculaire qu'un scandale, mais plus profonde. Parfois, l'amour ne suffit plus à faire marcher deux personnes dans la même direction. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas existé. Cela ne veut pas dire qu'il était faux. Cela veut seulement dire qu'il a changé de forme jusqu'à ne plus pouvoir porter la vie quotidienne. De son côté, Maxime Chatham ne cache pas que cette rupture l'a profondément bouleversé. Il parlera d'une existence complètement retournée, comme si le sol s'était dérobé sous ses pas. Et comment ne pas imaginer le choc pour un écrivain habitué à maîtriser les intrigues, les rebondissements, les fins de chapitres. Dans la vie réelle, aucun auteur ne contrôle tout. Même celui qui invente les peurs les plus sombres peut se retrouver désarmé devant une porte qui se ferme. Plus tard, lorsque paraît son roman 8,2 secondes à la fin de l'année 2025, certains lecteurs croient y reconnaître l'écho de cette douleur, des fragments, des atmosphères, des sensations qui semblent résonner avec son histoire personnelle. Rien n'est confirmé, rien n'est dit frontalement. Mais la littérature a souvent cette manière de parler sans avouer, de transformer les blessures en fiction, de cacher un cœur battant derrière des personnages inventés. Le public observe, interprète, cherche des signes. Et pendant ce temps, Faustine, elle, choisit une posture qui lui ressemble. Pas de guerre ouverte, pas de règlement de compte, pas de mise en scène de la rupture. Elle se tait quand le silence protège. Elle parle quand il faut clarifier. Elle continue d'avancer avec cette élégance discrète qui a toujours fait partie de son image. Mais derrière l'élégance, il y a forcément eu des jours plus lourds. Des matins où il faut réapprendre à respirer seul. Des moments où le passé revient frapper sans prévenir. Des instants où l'on se demande si l'on a eu raison, même lorsque l'on sait, au fond, que rester aurait été se perdre. Et c'est peut-être dans cette zone fragile que Faustine Bollaert apparaît la plus humaine. Non pas parfaite, non pas invincible, mais debout. Debout, au milieu des débris silencieux d'une histoire que beaucoup croyaient éternelle. Après l'annonce du divorce, Faustine Bollaert aurait pu choisir la parole immédiate, les grandes explications, les phrases qui frappent et les confidences qui nourrissent les gros titres. Elle aurait pu raconter sa version, répondre aux curiosités, donner au public ce que le public demande souvent, des détails, des raisons, des coupables. Mais elle a choisi autre chose. Elle a choisi le calme. Un calme qui n'efface pas la douleur, mais qui lui donne une forme plus digne. Car une séparation, surtout lorsqu'elle concerne deux personnalités aimées, ne reste jamais vraiment privée. Elle devient un sujet. Elle circule. Elle se commente. Chacun croit deviner ce qui s'est passé derrière les portes fermées. Certains prennent parti, d'autres inventent, d'autres encore cherchent des indices dans une phrase, une photo, une absence. Et au milieu de ce brouhaha, Faustine est restée fidèle à elle-même, discrète, mesurée, presque silencieuse. Ce silence, pourtant, n'était pas une faiblesse. Il ressemblait plutôt à une frontière. Une manière de dire que tout ne se partage pas, que certaines douleurs appartiennent encore à ceux qui les traversent. Depuis des années, Faustine écoutait les autres raconter leurs blessures sur un plateau de télévision. Elle savait mieux que personne qu'une souffrance a besoin de temps avant de trouver les mots justes. Alors, pour elle-même aussi, elle a pris ce temps. Pendant cette période, Maxime Chatham a reconnu que sa vie avait été profondément bouleversée. De son côté, Faustine n'a pas répondu par la surenchère.
Elle n'a pas transformé la séparation en affrontement public. Elle a continué son chemin professionnel, continué d'apparaître à l'écran, avec cette douceur que les téléspectateurs lui connaissent, mais peut-être avec quelque chose de différent dans le regard. Une lumière plus calme, une maturité plus visible. Comme si la vie venait de lui rappeler que même ceux qui consolent les autres ont parfois besoin de se reconstruire. Et puis les rumeurs sont arrivées. Début 2026, les réseaux sociaux français se sont enflammés autour d'une possible réconciliation entre Faustine et Maxime. Certains affirmaient qu'ils s'étaient retrouvés en secret, d'autres allaient plus loin encore, évoquant l'idée de nouvel enfant. Il suffisait de peu pour que l'histoire reparte. Un silence. Une relation restée correcte après le divorce. Une absence de conflit public. Et voilà que l'imaginaire collectif recommençait à écrire un scénario. Mais la réalité était ailleurs. Faustine a fini par démentir. Non, il n'y avait pas de retour en arrière. Non, le passé ne redevenait pas présent. Elle avait simplement choisi de garder une relation respectueuse avec celui qui avait partagé une grande partie de sa vie. Et cela, peut-être, était plus rare encore qu'une réconciliation spectaculaire. À 47 ans, Faustine Bollaert se tenait donc dans cet espace fragile, entre ce qui a été et ce qui peut encore venir. Ni détruite, ni triomphante, simplement vivante. Elle ne donnait pas l'image d'une femme qui voulait effacer son passé, mais celle d'une femme qui refusait de s'y enfermer. Et dans ce choix, il y avait une leçon silencieuse. On peut aimer, se séparer, souffrir, respecter, puis continuer. Pas contre quelqu'un, mais pour soi.